Et donc on laisse Hitler prendre la Tchécoslovaquie. Donc on le pousse dans la direction de l'Est. La France avait un pacte, un accord avec Staline, avec l'Union soviétique. Et donc le Munich, c'est un virage de la France, d'une union avec l'Union soviétique contre le fascisme, avec Hitler pour le pousser dans l'Est. Cette politique a continué. Et donc les Anglais et les Français pensaient qu'ils pouvaient diriger l'expansionnisme allemand contre l'Union soviétique. Et donc Staline n'était pas dupe. Staline a négocié en 1939 avec les Français et les Anglais, très bien sachant ce qu'ils avaient en tête. Donc c'était un homme extrêmement lucide. Et donc quand il a négocié jusqu'à la dernière minute pour qu'il y ait un accord concluant pour que s'il y a guerre avec l'Allemagne, tous entrent en même temps en guerre. Parce qu'il voulait des garanties que si Hitler fait la guerre avec l'Union soviétique, et les autres, qu'il va y avoir un pacte réel. Et donc les Anglais et les Français ont refusé. On savait déjà à ce moment-là que Hitler commencerait la guerre dans les mois à venir. On ne savait pas encore est-ce qu'il va commencer à l'Est ou à l'Ouest. Et donc c'est à ce moment-là que Staline a fait le pacte entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Et ce pacte a eu une influence décisive pour l'ensemble de la guerre. D'abord, le pacte a brisé le complot entre tous les impérialistes, les fascistes, les Anglais et les Français, pour détruire avant tout le bolchevisme. Deux, le pacte a donné le temps, 1 année et demie, pour préparer à une intensité maximale la préparation militaire et politique de l'Union soviétique. Trois, le pacte a donné la possibilité d'avoir un front réel antifasciste. Parce qu'avant, les Anglais et les Français refusaient. Mais comme Hitler a commencé la guerre à l'Ouest et que les Anglais et les Français étaient déjà en guerre officiellement avec les Allemands, quand ils ont attaqué l'Union soviétique, il y avait la possibilité de faire un front antifasciste. Et quatrièmement, ce qu'on ne sait souvent pas, le pacte avec les Allemands a été fait aussi avec les Japonais et il a duré jusqu'à la fin de la guerre. C'est extrêmement important. Parce qu'il y a eu une guerre entre l'Union soviétique et le Japon en 1939, mais avec le pacte germano-soviétique, il y a eu aussi le pacte avec les Japonais, et les Japonais sont restés en dehors de la guerre contre l'Union soviétique. Si toute la force militaire japonaise s'était jetée sur la Sibérie, la situation de l'Union soviétique aurait été beaucoup plus difficile encore. Alors, après le pacte, Hitler et les Anglais et les Français sont officiellement en guerre. Mais ils ne tirent aucune balle. Ça s'appelle la drôle de guerre. Il y a la guerre, mais ils sont là. Septembre, octobre, novembre, décembre, ils ne font rien. En décembre, l'Union soviétique, après des négociations avec la Finlande qui ont échoué, attaque la Finlande. Parce qu'ils savaient très bien que la Finlande et Hitler avaient un accord pour, au moment où la guerre commence contre l'Union soviétique, pour marcher ensemble. Or, les Finlandais étaient à 2 km de Leningrad. Et donc les négociations étaient que l'Union soviétique récupère une partie du territoire devant Leningrad pour être en mesure de défendre Leningrad. Et en échange, les Finlandais recevaient un territoire qui était 5 fois plus grand. Mais comme leur point n'était pas d'aider l'Union soviétique dans une guerre contre les fascistes, ils ont refusé. Alors l'Union soviétique a réglé le problème par les armes, parce qu'ils savaient que la guerre viendrait et que Leningrad était indéfendable. Et donc ils ont refoulé l'armée finlandaise. Alors les Français et les Anglais se sont mobilisés contre l'Union soviétique. Weygand a été envoyé en Turquie. Il a préparé le bombardement des champs pétrolifères de Bakou. Il y a un général français qui a écrit un livre en 40, début 40, pour dire que si on bombarde les champs de Bakou, on donne 2 mois à l'Union soviétique avant la capitulation totale devant la France. Ils ont envoyé 700 avions de combat, 1500 canons,
Les Français, 50 000 troupes. Les Anglais, 100 000 troupes qui étaient mobilisées et prêts à partir pour aider les Finlandais contre les Rouges. La guerre a pris fin en mars. Mais donc, il faut savoir ça, que quoique les Anglais et les Français étaient officiellement en guerre contre l'Union soviétique, la seule guerre qu'ils ont essayé de faire, c'était celle contre les Rouges. Et donc, la possibilité d'un nouveau pacte entre l'Angleterre et la France et Hitler contre les Rouges était toujours possible au début de 1940. Alors, le troisième mérite de Staline dans le domaine militaire, c'est qu'il a victorieusement dirigé la résistance et la contre-offensive contre les fascistes. Donc, en général, chez nous, la propagande, c'est qu'il n'a pas bien préparé, il n'a pas vu venir le jour, au départ, c'était la pagaille. Ce qu'il faut souligner, c'est que, bien sûr, c'était une attaque surprise et ça ne pouvait pas être autrement. L'agresseur peut toujours surprendre. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que dès la première minute, les gens se sont battus jusqu'à la mort. Donc toutes les liaisons avec Moscou étaient coupées. Donc les gens n'avaient pas d'instruction de la direction de l'armée. Mais toutes les unités se sont battues jusqu'à la mort. Ils étaient encerclés, mais ils ne se rendaient pas. Et c'est la première fois que les nazis ont vécu ça. Et leur avancée en Union soviétique a été freinée dès le premier jour. Après 1 mois et demi, ils étaient devant Smolensk, la plus grande ville sur la route. À Smolensk, ils ont été retardés pendant 2 mois. Et pour la première fois, ils ont eu une défaite de taille. Ils ont perdu 250 000 hommes. Ça dépasse de loin de tout ce qu'ils ont perdu dans les guerres avec la France, la Belgique, la Hollande, etc. Et alors, après 5 mois, ils sont devant Moscou. Et donc les nazis, dans la publicité, dans les cinémas chez nous, ils avaient déjà annoncé la prise de Moscou. Ils ont arrivé jusque dans les faubourgs. Mais donc le 7 novembre, les nazis devant les portes, Staline a fait un défilé militaire, comme tous les ans, sur la place rouge, et il a fait un discours sur la place rouge, qui a été transmis par radio dans toute l'Union soviétique. Et donc c'est un discours qui a galvanisé la population. Parce que c'était un défi, ils étaient devant la porte et le type osait faire un défilé sur la place rouge et parler sur la place rouge et dire que les fascistes perdraient la guerre et que l'Union soviétique libérerait non seulement son pays, mais qu'elle aiderait à libérer tous les pays opprimés de l'Europe. Et de la place rouge, les troupes sont entrées vers la ligne de front. Et en même temps, les soviétiques tiraient toutes les réserves qu'ils avaient en Sibérie et ailleurs, derrière Moscou, et ils préparaient une contre-attaque. Et en décembre, ils ont contre-attaqué. Et la première fois dans leur histoire, les nazis ont été refoulés de 200 à 300 km. Et là, ils ont perdu 500 000 hommes. Et en fait, c'est le tournant de la guerre, c'est la bataille de Moscou, après 6 mois de guerre. Après, les nazis sont revenus dans l'été suivant. Ils ont été battus devant Stalingrad. Et après Stalingrad, c'était sûr que l'armée rouge seule allait gagner la guerre contre les fascistes. Et c'est à ce moment-là que Mitterrand est parti des fascistes pour rejoindre la résistance française. Et alors, la quatrième chose qu'il faut souligner, c'est que Staline a fait preuve des capacités militaires les plus extraordinaires pendant cette guerre. Donc, la façon dont il a dirigé la guerre la plus complexe de l'histoire, donc ils ont dû prendre à la direction du parti et de l'État, sous la direction de Staline, 10 000 décisions. Donc c'était un rythme de travail et d'une complexité phénoménale. Alors dans les différents livres des militaires qui sont même anti-staliniens en Union soviétique, tous ont dû reconnaître que sans la direction de Staline, l'armée n'aurait pas gagné la guerre. Et vous pouvez trouver la même chose dans les mémoires de Harriman. Donc Harriman, c'est un diplomate américain assez connu qui était l'envoyé des États-Unis auprès de Staline pendant la guerre. Et donc, c'est un anticommuniste rabiat, mais il dit « Staline était mieux informé que Roosevelt. Il était plus réaliste que Churchill. Et il était le dirigeant le plus efficace dans cette guerre. » Et donc, pour avoir ça comme bilan d'un ennemi, c'est assez significatif. Et alors, le dernier point que je mentionne brièvement, le 10e point, c'est que Staline a impulsé d'une façon déterminante le processus révolutionnaire, la lutte pour le socialisme dans le monde entier.
c'est grâce à la victoire contre le fascisme qu'il a pu aider les forces socialistes en Europe de l'Est pour réaliser la révolution socialiste en Tchécoslovaquie, en Pologne et dans les autres pays. Grâce à la défaite qu'il a imposée à l'armée japonaise en Chine, il a pu aider de façon déterminante les partisans communistes en Mandchourie et donc précipiter la victoire de la guérilla de Mao Tse-tung en 1949. Il a impulsé la lutte au Vietnam, en Corée et dans toute l'Asie. Donc le socialisme est devenu un système mondial. Et deux, le mouvement anti-impérialiste, le mouvement anticolonialiste, après la guerre contre le fascisme, a pris une ampleur mondiale. Donc j'ai fait un livre sur Moulele. Il était à l'école en 1944-1945. Et donc même au Zaïre, les élèves qui étaient anticolonialistes suivaient la progression de l'armée rouge. Donc ça a stimulé le sens de l'indépendance jusque dans la brousse du Congo belge. Et alors, troisième aspect, Staline a mené la lutte anti-impérialiste contre la nouvelle menace pour la paix mondiale, les Américains, de façon tout à fait conséquente. Et donc Staline a très bien compris que l'impérialisme américain, après 1945, continuerait le travail des nazis. Il y a un livre qu'on ne peut que conseiller à lire, qui a été publié par un Américain, qui s'appelle Blowback. C'est écrit par un type qui s'appelle Simpson. Et il a fait un livre de 400 pages qui relève tous les fascistes allemands, croates, ukrainiens qui sont passés aux États-Unis. Il y en a plus de 10 000. Et donc parmi eux, les plus grandes têtes du parti nazi. Donc on parle de Nuremberg et que les Américains ont aidé à dénazifier l'Allemagne et qu'ils ont combattu le fascisme. Tout ça, c'est des blagues. Le numéro 1 des services d'espionnage des fascistes en Union soviétique. Donc c'est lui qui a dirigé toutes les campagnes en Union soviétique. Le général Gehlen est entré au service des services secrets américains en pleine guerre, en 1944. C'était le premier qui était cherché en Union soviétique. Il devait être livré aux soviétiques et il serait pendu immédiatement. Il s'est rendu aux Américains et les Américains l'ont immédiatement transporté à Washington. Là, il a fait un accord avec Allen Dulles, le chef des services secrets qui va diriger la CIA, et il est revenu en Allemagne pour travailler pour les Américains. Mais comme ça, il y a des dizaines et des dizaines de chefs des fascistes qui l'ont fait. Pour en nommer quelques-uns, l'adjoint de Eichmann, donc, qui est l'exterminateur des Juifs, il s'appelle Alois Brunner. Donc d'après les statistiques, lui, il est personnellement responsable pour l'extermination de 130 000 Juifs. Eh bien, il devient un agent de la CIA au Moyen-Orient au début des années 50. Klaus Barbie, un des assassins les plus cherchés en France, il a disparu et il est au service de la CIA à partir de 1952. Il a fait toute sa carrière au service de la CIA jusqu'à ce qu'il ait été arrêté et son procès a eu lieu il y a quelques années. Et donc là, ça a été public que le type travaillait pour la CIA. En Belgique, il y a un type qui a été condamné à mort, un fasciste flamand, Verbelen, Robert Verbelen. Il est entré au service secret américain en Autriche à la fin de 1944. Le chef du service secret de la SS, donc la division la plus terrible, Walter Schellenberg, après la guerre est devenu un agent des services secrets anglais. Et donc vous pouvez faire la liste, il y a des dizaines et des dizaines des plus grands généraux qui sont entrés au service des Américains. Et toute la campagne anticommuniste qui a été menée en Occident à partir des années 50 a souvent été menée, organisée, écrite par les spécialistes de la guerre anticommuniste qui ont travaillé pour les nazis. Donc ce sont les 10 mairies de Staline qui non seulement ont bouleversé le monde, mais qui doivent inspirer aujourd'hui les masses opprimées de chez nous et du tiers-monde qui luttent contre un ennemi, l'impérialisme aujourd'hui, qui est aussi féroce que l'impérialisme allemand.
les tueries qui sont organisées maintenant par l'impérialisme en crise dépassent parfois les horreurs que Hitler a causées. On n'a qu'à penser à ce qui s'est passé au Rwanda. Et donc pour se libérer de cet impérialisme barbare et inhumain, comme le disait Mao Tse-tung en 1936, il n'y a qu'une seule voie. C'est la voie que Staline a montrée à l'humanité. Merci. Pour le reste, c'est raté. Hein. C'est assez connu dans les milieux fascistes eux-mêmes. Par exemple, De Grelle a fait un texte, même dans les années 70, je crois que c'était dans le livre, je ne me rappelle plus. Donc, où il disait qu'en Union soviétique, il y avait un type qui avait la carrure pour réaliser l'unité de l'Europe. Et donc, il le compare à Napoléon qui a essayé de faire l'unité européenne et qui ainsi serait le prédécesseur de Hitler, qui lui aussi a essayé de faire l'unité européenne. Donc leur contenu politique. Alors, le contenu politique, la ligne principale des opportunistes en Union soviétique dans les années 30, bon, il y avait les trotskistes qui étaient ouverts. Vous voyez qu'il y a des alliances qui se nouent. Et, comme preuve, l'histoire a refait cela. Parce que les Boukhariniens sont arrivés au pouvoir avec Khrouchtchev. Khrouchtchev, c'est en fait la réhabilitation de toutes les thèses de Boukharine. Et comme la campagne contre Boukharine avait été bien menée, il n'osait pas le réhabiliter tout de suite. Mais plus tard dans ses mémoires, il dit que c'est une erreur, qu'il aurait dû réhabiliter Boukharine dès le début. Finalement, Boukharine, ses idées étaient réhabilitées, parce que ses idées étaient appliquées par Khrouchtchev et les autres. Mais il a été officiellement réhabilité, et on a dit que c'est un vrai bolchevique, un vrai communiste qui a été abattu à titre injuste par Staline en 88. Et donc ça doit vous faire réfléchir à la lutte de classe dans les années 30. Moi, je n'ai pas lu votre livre, j'ai seulement regardé j'ai lu un passage et j'ai lu la bibliographie. Mais je sais pas, ça c'est une question un peu à part, mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir accès à ces archives, avoir accès aux archives soviétiques? Parce que c'est uniquement des livres, vous avez pris comme biographie, vous n'avez pas fait vraiment un travail, d'historien, retourner sur le document et tout. J'imagine que ça doit être colossal comme. Mais bon, nous on peut seulement retourner aux documents qui sont traduits en allemand, en anglais ou en français. Mais donc c'est déjà une masse colossale. C'est déjà une masse colossale. Et ça suffit, avec des sources qui sont disponibles en Occident, pour avoir une image qui est juste le contraire de la propagande journalière qu'on a en Occident. Oui, c'est chouette. Et je rentre pour la c'était à propos de la période tout au début, quoi, 1917 et tout. Vous avez dit, Trotsky considérait qu'il était impossible de construire le socialisme dans un seul pays. Donc, il voulait faire la révolution dans les autres pays, et donc, il faisait preuve de défaitisme. Ils sont encore dans l'esclavagisme ou dans la féodalité. Donc, du temps de Marx, il n'y avait rien pour faire une révolution socialiste ailleurs qu'en Europe. Donc, c'est clair que, raisonnant sur les données, il dit que la révolution socialiste va se faire ici. Mais quand le capitalisme, ici, se transforme en impérialité, pour deux raisons. Un, parce que la révolution ici est rendue moins possible, parce que le capitalisme a des surprofits qui lui permettent de corrompre une partie de la classe ouvrière. Et donc, il tire beaucoup de profits qui le permettent de corrompre. Et donc, d'éviter une insurrection ici. Et deux, il y a maintenant une misère extrême en Chine, en Inde, et il y a une classe ouvrière, et il y a un mouvement communiste. Et donc, c'est à ce moment-là que dans les luttes qui se sont menées au niveau mondial, le pays qui était le plus faible du point de vue capitaliste, du point de vue de la force de la bourgeoisie, disons, et de sa capacité de corrompre les ouvriers, c'était la Russie. Et c'était aussi le pays qui avait la classe ouvrière à la tradition la plus révolutionnaire. Et donc c'est là que ça a sauté.